Kuma est un personnage très intéressant. D'abord roi et considéré comme un tyran, il a rejoint les révolutionnaires et a ensuite été recruté parmi les grands corsaires, ce qui à terme le conduira à sa transformation en cyborg et à la perte de sa conscience pour enfin devenir un esclave des Tenryubito. Kuma semble avoir une vie très chargée et pourtant nous n'en savons que très peu sur son passé. Je vais donc dans cette vidéo essayer d'en comprendre un peu plus sur sa vie et sur les différents obstacles qu'il a pu traverser. L'histoire de Kuma commença il y a 47 ans sur South Blue, sur une île nommée le Royaume de Sorbet. On ne sait pas grand chose de l'enfance de Kuma. Le seul indice que nous avons à ce sujet est une illustration d'Oda qui, je pense, pourrait nous offrir des précieuses informations sur son passé. Cette illustration représente Kuma enfant sous les traits de Ninomiya Sontoku, un paysan dit réformateur né en plein milieu de l'époque Edo à la fin du XVIe siècle japonais. On peut voir sur cette illustration que Kuma, tel Sontoku dans son enfance, semble pauvre et ne correspond pas vraiment à l'idée qu'on pourrait se faire d'un personnage qui, par la suite, va accéder au titre de roi. La vie de Ninomiya Sontoku pourrait, je pense, nous aider à comprendre comment Kuma a pu atteindre le stade de roi et quelles étaient ses méthodes politiques pour gérer son royaume et donc comprendre quel type de roi il était. Tout d'abord, il faut savoir que Sontoku a vécu dans une période chevauchant deux grandes famines, celle de Tenmei et celle de Tenpo, et qu'il a activement participé à lutter contre ces famines en permettant, sans rentrer dans les détails, une meilleure production de nourriture via la gestion de l'agriculture. Si le royaume de Sorbet et donc Kuma a aussi été confronté à de telles famines, il aurait donc, tel le personnage qui l'a inspiré, mis en œuvre des méthodes pour améliorer la production de nourriture dans son royaume et permettre à tous ses habitants de manger à leur faim, malgré la pauvreté. Bonnie, qui semble bien connaître Kuma et être lié au royaume de Sorbet, aurait très bien pu développer son obsession pour la nourriture suite à ces famines. D'ailleurs, Oda l'a elle aussi illustrée en étant enfant, elle a des vêtements déchirés et semble pauvre, mais ne manque cependant pas de nourriture, ce qui peut paraître incohérent, mais qui pourrait être expliqué par les techniques de production et de gestion des ressources de Kuma. Tel Santoku, qui monta la hiérarchie sociale de son époque en gérant territoire par territoire et en gagnant au fur et à mesure la confiance des habitants et des dirigeants, Kuma a pu prendre la tête du royaume de Sorbet soutenu par son peuple qu'il avait sauvé de la faim. Cependant, en prenant le pouvoir, il évinça inévitablement l'ancien souverain, sûrement soutenu par le gouvernement, et c'est à ce moment-là que ce dernier lui colla l'étiquette de tyran. Ce qui a une connotation très négative car un tyran est par définition quelqu'un qui s'est emparé du pouvoir par la force. Par la suite de ses actions bénéfiques pour son peuple, et tel Santoku qui avait compris dès son adolescence que la voie de Bouddha était de sauver les gens et de leur donner la paix, il exerça un pouvoir qui avait pour source la confiance de son peuple et non pas sa peur, ce qui l'oppose de ce fait totalement au pouvoir exercé par le gouvernement mondial. Cependant, une tâche venait assombrir ce tableau. Le royaume de Sorbet faisant tout de même partie du gouvernement mondial, Kuma se devait de payer le tribut céleste, représentation physique de la tyrannie des Tenryubito. Notons que Ninomiya Sontoku se trouva aussi dans une situation similaire quand il devit s'occuper de communes dont le tribut à payer à des souverains locaux s'élevait parfois à jusqu'à 80% des récoltes. Kuma se serait opposé à payer ce tribut car cela aurait mis en danger son peuple. Cependant, et tel que nous le savons, les désirs des dragons célestes et donc le tribut céleste ne sont pas négociables. Et le gouvernement aurait donc pu déclarer le royaume dissident et le menacer d'utiliser par exemple le Buster Call. Cette menace du gouvernement aurait aussi pour but d'asseoir son autorité sur Kuma, représentant le roi déviant sûrement un peu trop de l'idéologie du gouvernement. C'est, je pense, à ce moment-là que Kuma a décidé ou a été contraint de quitter son île et a choisi de rejoindre les révolutionnaires. Tout d'abord pour protéger son peuple, mais aussi car ses différences idéologiques avec le gouvernement étaient devenues trop grandes et qu'il aurait pu vouloir s'opposer activement contre leurs agissements. Après le départ de Kuma, le royaume de Sorbet se retrouva logiquement sans dirigeant et un nouveau régnant dut être désigné. Nous ne savons rien sur ce nouveau roi, mais un indice nous a été laissé à ce sujet durant la rêverie. En effet, Bonnie, durant cet événement, changea d'apparence en se vieillissant grâce à son fruit du démon pour s'infiltrer dans Marijoaz et fut reconnue comme la reine-mère du royaume de Sorbet, Connie. Une reine-mère est, par définition, la mère du souverain en place d'un royaume. Je ne pense pas que la deuxième identité de Bonnie soit réellement Connie, mais elle pourrait être par exemple sa petite fille, ce qui expliquerait la ressemblance et donc le fait qu'on puisse les confondre lorsque Bonnie se vieillit. Ce fait ferait de Bonnie la princesse du royaume de Sorbet et je vais vous énumérer quelques points allant dans ce sens. Tout d'abord, l'inspiration de Bonnie vient d'Anne Bonny, une femme du XVIe siècle qui quitta son milieu noble pour s'engager en piraterie. Si Bonnie est une princesse s'étant engagée en mer, alors cela ferait un bon parallèle avec Anne Bonny. De plus, ce ne serait pas la première fois qu'on verrait une princesse s'engager en mer. Vivi avait par exemple fait la même chose pour aider Alabasta. Aussi, le lien que semble avoir Bonnie avec le gouvernement mondial est très spécial. Akainu, qui n'a d'habitude aucune pitié envers les
pirate semble particulièrement indulgent avec elle lorsqu'elle fut capturée par Barbe Noire. Et il mentionne même sa fuite du gouvernement, qui semble l'avoir inquiété. Ce traitement spécial dont fait objet Bonnie pourrait donc être expliqué si elle est, en réalité, la princesse d'un royaume faisant partie du gouvernement. Son père est donc le roi actuel du royaume de Sorbet, pourrait avoir fait la demande de la ramener et le gouvernement, pour éviter encore plus d'instabilité pour ce royaume, aurait pu accéder à cette demande. On peut aussi imaginer que le royaume de Sorbet est un royaume spécial avec un certain statut, ce qui expliquerait ce privilège. Alors pourquoi Bonnie fuit-elle son royaume ? Tel Yamato, elle s'opposa sûrement à son père et à sa façon de gouverner, prit la mer pour retrouver son ancien roi qui, selon elle, gouvernait de manière plus juste le royaume. Sa fuite pourrait aussi être liée à son pouvoir qui est très puissant et pourrait permettre de garder des personnes en vie plus longtemps par exemple, ce qui pourrait être un moyen incroyable de faire en sorte de laisser des rois au pouvoir car ils ne seraient plus vraiment touchés par la limite naturelle qu'est la vieillesse. De plus, Bonnie, avec Rouge, sont les deux seules supernovas à ne pas avoir été exploitées scénaristiquement depuis le Nouveau Monde, en espérant que sa réapparition prochaine à la suite des événements de la rêverie et donc du sauvetage de Kuma nous en dévoile davantage, notamment sur le royaume de Sorbet qui semble être au centre de quelques intrigues intéressantes. Repassons maintenant à Kuma. Nous ne savons pas exactement quand il s'est engagé dans l'armée révolutionnaire, mais il semble avoir eu une assez longue carrière dans cette organisation. Effectivement, alors que même Ivankov ne savait pas que Luffy était le fils de dragon, Kuma, lui, était au courant de cette information, ce qui montre un lien très fort qu'il entretenait avec le chef des révolutionnaires qui, d'habitude, ne semble dévoiler des éléments de sa vie privée à personne. Pourtant, plus tard dans sa vie, Kuma reçut la lettre pour devenir grand corsaire et accepta ce rôle. Devenir grand corsaire implique pourtant de se soumettre au gouvernement et de se battre pour eux. D'ailleurs et paradoxalement, Moria décrit Kuma comme le grand corsaire le plus obéissant, celui qui, parmi les Shichibukai, répondait à toutes les requêtes du gouvernement mondial. Cela peut paraître assez contradictoire en connaissant les convictions révolutionnaires du personnage et on peut légitimement se demander pourquoi. Qu'est-ce qui a poussé Kuma à servir le gouvernement alors qu'il fut un agent fidèle de la révolution? Tout d'abord, nous savons que Kuma n'a jamais vraiment quitté les révolutionnaires. Sur Sabaody, Kuma dit clairement à Rayleigh qu'il est toujours un agent révolutionnaire, ce qui veut dire que son obéissance et ce qui ressemble à première vue à une soumission totale au gouvernement est en fait une couverture. Dragon, qui a une totale confiance en Kuma, car comme nous l'avons vu, il est un des seuls à savoir des choses sur sa vie privée, aurait pu le choisir pour infiltrer l'ordre des grands corsaires. Il est compliqué de savoir quel était exactement son rôle en tant qu'espion pour les révolutionnaires, mais on peut imaginer que pour eux, avoir un pion placé aussi haut dans l'échiquier politique du gouvernement leur permettait d'avoir accès à des informations cruciales pour leurs opérations. Cependant, une valeur très importante dans l'écriture du personnage de Kuma rentra en jeu, le sacrifice. Tout comme Sentoku, qui a dédié et en quelque sorte sacrifié sa vie pour les autres, Kuma à différents moments de sa vie a toujours dédié sa vie aux autres et à sa cause, et c'est malheureusement ce qui causera sa fin. En dispersant l'équipage et ensuite en protégeant le Sunny, Kuma a délibérément choisi cette voie, se faisant à terme retirer son humanité et devenant un esclave des Tenryubito. Pourtant, on peut penser qu'il aurait mieux fait de garder sa couverture et de ne pas trahir le gouvernement afin de mieux servir les intérêts des révolutionnaires. Son choix de parier sur les Mugiwara signifie-t-il qu'il avait fini d'accomplir sa mission pour les révolutionnaires? A-t-il pris cette décision en voyant le dévouement et le sacrifice de Zoro sur Thriller Bark? Et où a-t-il vu la flamme des révolutionnaires à travers les yeux de l'équipage de Luffy? Ce sacrifice était-il vraiment son dernier ou Kuma a-t-il préparé un dernier coup d'éclat? J'espère que très bientôt ces questions trouveront des réponses et que nous aurons une suite du sauvetage de Kuma organisé par les révolutionnaires durant la rêverie. Cet événement nous donnera, je l'espère, des clés de réponse à ces questions. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est une vidéo que j'avais fini d'écrire début septembre et je l'avais toujours pas sortie, donc voilà, je me suis déter et elle est là, elle est arrivée, donc j'espère que ça vous a plu, que c'était cool. N'hésitez pas à me dire vos propres théories en commentaire, que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres, c'est toujours intéressant. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc petit pouce bleu, abonnez-vous et à plus pour la prochaine vidéo.